Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Ce vendredi 27 février 2026, à la Cité de l'Union africaine de Kinshasa, s'est tenue la 80e réunion ordinaire de l'exécutif sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous nous retrouvons dans un climat de tension où les attentes de notre peuple en matière de résultats concrets se heurtent violemment aux réalités du terrain sécuritaire. Alors que nos concitoyens luttent pour leur survie économique, l'Est du pays, et plus précisément la ville d'Ouvira, nous rappelle par des découvertes macabres que la souveraineté nationale reste un défi quotidien. Notre mission ce soir est de déchirer le voile du formalisme administratif pour exiger la transparence. Nous allons disséquer 4 dossiers fondamentaux qui engagent notre avenir. L'exigence de rigueur dans l'exécution des ordres présidentiels, la situation sécuritaire critique à Ouvira, la vulgarisation nécessaire du code numérique et la réforme des contrôles environnementaux dans le secteur minier. Nous ne sommes pas ici pour lire des communiqués, mais pour interroger la capacité de l'État à transformer ses paroles en actes. L'heure n'est plus aux annonces sans lendemain. Le chef de l'État a lui-même rappelé que le contraire de l'efficacité ne sera plus toléré. Nous allons donc voir si ce Conseil marque réellement la fin de l'impunité pour les membres du gouvernement dont les dossiers s'entassent sans exécution. La récréation est-elle terminée? C'est ce que nous allons analyser en examinant la fin de la complaisance dans la gestion des tâches ministérielles. Lors de ce Conseil du 27 février 2026, le président de la République a officiellement instruit la première ministre, Judith Suminwa, de procéder, avec l'appui de son cabinet, à un inventaire exhaustif, méthodique et documenté de l'ensemble des instructions présidentielles issues des réunions successives du gouvernement. Cette décision, centrée sur la redevabilité et l'évaluation des performances individuelles des ministres, vise à garantir que chaque directive soit appliquée de manière diligente et rigoureuse dans les délais impartis. Cette mise en demeure intervient après des années de promesses de réformes administratives souvent restées lettres mortes. Historiquement, le fossé entre les décisions prises en Conseil des ministres et leur application effective sur le terrain a alimenté un sentiment de méfiance profonde chez nos concitoyens. Nous avons trop souvent vu des projets d'envergure, annoncés en grande pompe, s'évaporer dans les couloirs de l'inertie bureaucratique ou du manque de suivi technique. Le chef de l'État agit maintenant sous une pression sociale accrue. Les citoyens exigent des résultats palpables et mesurables. Cette volonté de transparence répond également à une nécessité de crédibilité de l'action publique. Un gouvernement qui n'exécute pas ses propres ordres perd sa légitimité à diriger. L'agenda est clair. Chaque ministre est désormais comptable de ses échecs devant la nation, seule détentrice de la souveraineté. Toutefois, nous devons interroger la faisabilité de cet audit. Le cabinet de la Première ministre possède-t-il réellement les ressources humaines et les outils technologiques pour traquer l'exécution de centaines d'instructions réparties sur des dizaines de ministères? Face à une administration habituée à l'opacité, documenter chaque retard risque de se heurter à des résistances internes féroces. Sans un mécanisme de vérification indépendant des ministères eux-mêmes, cet inventaire pourrait n'être qu'une énième compilation de rapports embellis pour éviter des sanctions. Pour nous, Congolais, l'impact de cette décision est direct. Si cette mesure est réellement appliquée, cela signifie que les fonds alloués à la construction d'une route ou d'une école ne pourront plus disparaître sans que des têtes ne tombent. C'est la garantie que l'argent public sert enfin à améliorer le quotidien de nos familles plutôt qu'à entretenir des carrières politiques sans bilan. Quelles seront les mesures correctives concrètes en cas de non-exécution avérée? Le compte-rendu évoque des mesures appropriées. Mais le peuple veut savoir, s'agit-il de révocations immédiates pour incompétence ou de simples lettres de blâme qui n'empêchent personne de dormir? Si l'évaluation débouche sur un simple constat sans conséquences politiques majeures, la crédibilité de l'État s'effondrera davantage.
Comment garantir également que cet audit ne serve pas de levier politique pour écarter des ministres gênants au sein de la coalition? La rigueur ne doit pas être un instrument de règlement de compte, mais un standard uniforme de service public. Nous devons rester vigilants. L'efficacité d'un État ne se mesure pas au nombre de ses instructions, mais à la réalité de leur mise en œuvre. Cette exigence de transparence administrative est le socle sur lequel doit se bâtir la protection de nos droits, y compris dans l'espace numérique qui nous appartient à tous. Face à la montée des discours de haine et de la désinformation sur les réseaux sociaux, le président de la République a ordonné au ministre d'État à la Justice et au ministre de l'Économie numérique de mettre en œuvre des mesures de vulgarisation du Code du numérique. Cette instruction, datée du 27 février 2026, inclut également le ministre de la Communication pour lancer des campagnes de sensibilisation et demande une coordination avec le Conseil supérieur de la magistrature pour former les juges à l'application de ce cadre juridique. Nous vivons une période de paradoxe. Les réseaux sociaux sont devenus le premier espace d'expression citoyenne, mais ils servent aussi de terrain de jeu à ceux qui veulent diviser notre nation. Le Code du numérique existe depuis plus d'1 an. Pourtant, la majorité de nos compatriotes ignorent ces dispositions et de nombreux magistrats peinent encore à qualifier les infractions liées aux nouvelles technologies. L'urgence de cette décision s'explique par la fragilité de notre cohésion nationale. En période de crise, une rumeur sur WhatsApp peut provoquer des émeutes physiques. Le gouvernement cherche donc à encadrer cet espace pour prévenir l'instabilité sociale, tout en affirmant vouloir promouvoir un usage responsable et éthique de l'outil numérique. Cependant, la formation des magistrats reste le verrou principal. Maîtriser les enjeux de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle ne s'improvise pas en quelques séminaires. L'État a-t-il prévu les budgets pour équiper les tribunaux en matériel informatique performant et pour financer une formation continue de haut niveau? Sans une expertise technique solide au sein de la magistrature, l'application du code risque d'être incohérente ou pire, arbitraire. Pour le citoyen, ce code est une arme à double tranchant. D'un côté, il nous protège contre le cyberharcèlement et les injures publiques. De l'autre, le compte-rendu mentionne la possibilité de mesures restrictives proportionnées. Pour nous, cela signifie un risque de surveillance accrue et une possible restriction de notre liberté de critique si l'interprétation de la loi est trop large. L'équilibre entre la protection de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales sera-t-il réellement garanti? Dans un pays où la liberté d'expression est une conquête fragile, le risque de voir ce code transformé en outil de censure des voix dissidentes est réel. Qui définira ce qui constitue une mesure proportionnée? Est-ce que nos juges sont réellement outillés pour résister aux pressions politiques lorsqu'il s'agira de juger un internaute critique envers le pouvoir? Sans une indépendance judiciaire totale et une maîtrise technique absolue, le code numérique pourrait devenir un carcan plutôt qu'un bouclier. Nous devons nous approprier cet outil pour ne pas le laisser devenir une zone d'ombre. La sécurité de nos échanges numériques est essentielle, mais elle ne doit jamais nous faire oublier la sécurité physique de nos frères et sœurs qui tombent sur le sol de l'Est. Le Conseil des ministres a pris acte des rapports du vice-premier ministre de l'Intérieur et de celui de la Défense concernant la situation opérationnelle à l'Est. Le fait majeur de cette semaine est la découverte insoutenable de fosses communes à Uvira, dans le sud Kivu. Un premier site, situé près des bureaux du Programme alimentaire mondial, PAM, sur l'axe Kavimvira, contiendrait au moins 35 corps. Un second site, au quartier Kilomoni, dans le cimetière communal, abriterait des dizaines d'autres dépouilles enterrées de manière irrégulière et laissées à l'abandon. Cette tragédie s'inscrit dans un contexte d'agression persistante de la coalition RDF M23 AFC. Malgré les initiatives de paix régionales, l'ennemi maintient une posture belliciste, multipliant les violations de cessez-le-feu pour piller nos minerais stratégiques. La réouverture de la frontière de Gatumba avec le Burundi, si elle apporte un répit économique,
se déroule dans une atmosphère de deuil et d'incertitude pour les populations locales. Le gouvernement tente de montrer ses muscles. L'opération Ndobo à Kinshasa a permis d'appréhender 400 inciviques les 21 et 22 février. Par ailleurs, 500 ex-Mobondo issus du triangle Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu se sont rendus et ont été transférés à Kanyama-Kasese. Mais ces succès urbains masquent difficilement les difficultés à Uvira, où les corps sont exposés sans qu'aucune exhumation officielle n'ait encore été organisée pour rendre leur dignité aux victimes. La faisabilité de la restauration de l'autorité de l'État se heurte à des obstacles colossaux. Le VPM de l'Intérieur a lui-même admis que les défis pour la police nationale sont énormes. L'implémentation de la loi de programmation pour équiper nos forces de l'ordre prend du retard. Comment exiger de nos policiers qu'ils sécurisent des zones de conflit alors qu'ils manquent de moyens de transport, de communication et de protection de base? La volonté politique affichée en Conseil semble déconnectée des moyens logistiques réels sur le terrain. Pour nos compatriotes d'Uvira, l'impact est une douleur vive. Voir des corps de concitoyens jetés dans des fosses communes sans identification est une blessure nationale. L'absence d'enquête immédiate laisse les familles dans l'incapacité de faire leur deuil et favorise l'impunité des bourreaux. Pourquoi ce silence persistant sur l'identité des auteurs de ces massacres à Uvira? Sans une désignation claire des responsables, la justice internationale ne pourra jamais être saisie. En laissant ces corps exposés sans expertise médico-légale, ne risque-t-on pas de laisser disparaître les preuves de crimes de guerre? L'efficacité de la loi de programmation militaire est-elle un fait ou une fiction administrative? Si nos forces loyalistes doivent continuer de défendre leur position avec des équipements rudimentaires face à un ennemi soutenu par des puissances étrangères, l'équilibre restera précaire au prix de vies congolaises. Nous ne pouvons accepter que la mort devienne une statistique de conseil. La sécurité du territoire est liée à la protection de ses ressources, car c'est souvent l'or et le coltan qui financent ces fosses communes. La première ministre a présenté une note d'information alarmante sur les normes environnementales dans l'exploitation minière. Des équipes envoyées dans le Lualaba et le Haut-Katanga ont révélé des manquements graves de la part des entreprises et des dysfonctionnements structurels des services de contrôle de l'État. En conséquence, une commission mixte environnement-mine, renforcée par des experts de la primature, a été créée pour réformer en urgence le dispositif de surveillance et sécuriser les populations riveraines. Ce dossier n'est pas nouveau. Depuis des décennies, l'extraction minière en RDC se fait au mépris total de l'écosystème. Cependant, l'échéance de février 2027, fixée par le FMI dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, oblige désormais le gouvernement à agir. La RDC a pris 12 engagements internationaux et l'assainissement du secteur minier en est la pierre angulaire. L'enjeu est clair, agir maintenant pour éviter des sanctions financières internationales et répondre à l'urgence sanitaire. Le rapport établi montre que les services techniques de l'État sont soit impuissants, soit complices de la dégradation de l'air et des eaux. Cette commission mixte doit briser cette synergie de l'échec pour redonner à l'État son rôle de gendarme environnemental. Mais la faisabilité de cette réforme pose question. Les entreprises minières disposent de moyens de pression financiers énormes face à des agents de l'État sous-payés. Comment une nouvelle commission pourra-t-elle réussir là où tous les services de contrôle ont échoué par le passé? Si les moyens de contrôle technique, laboratoires mobiles, capteurs de pollution ne sont pas massivement déployés, cette commission ne produira que des rapports supplémentaires sans changer la couleur de l'eau que boivent nos enfants. Pour nos concitoyens de Kolwezi ou de Likasi, c'est une question de survie. La pollution aux métaux lourds provoque des maladies respiratoires et des malformations congénitales. Réformer le contrôle minier, c'est choisir la santé du peuple plutôt que les dividendes immédiats des multinationales. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu un rapport de terrain et une pression du FMI pour admettre ces dysfonctionnements structurels? Si les services de l'État sont reconnus comme défaillants,
Quelles sanctions ont été prises contre les responsables de ces services techniques? On ne peut pas réformer un système avec ceux qui l'ont laissé pourrir. La protection de l'environnement est-elle une priorité souveraine ou simplement une condition imposée par les bailleurs de fonds? La responsabilité environnementale de l'État ne s'arrête pas aux mines. Elle doit s'étendre à la gestion de nos villes où l'insalubrité devient un gouffre financier. Sur le front de la santé, le ministre de la Santé a présenté des chiffres qui exigent notre attention. Concernant le choléra, nous observons une baisse légère avec 1206 cas suspects à la 7e semaine, contre 1265 la semaine précédente. Toutefois, Kinshasa reste l'épicentre avec 224 nouveaux cas et une vigilance accrue a été instaurée à la prison de Makala. À l'opposé, le Mpox inquiète par une hausse brutale, passant de 163 à 248 cas suspects en 7 jours, avec une concentration alarmante dans la zone de santé de Kikoa à Likasi. Le 26 février 2026, un accord cadre bilatéral a été signé avec les États-Unis. Ce partenariat vise à renforcer durablement notre surveillance épidémiologique, nos laboratoires et notre résilience financière face aux crises sanitaires. Parallèlement, la Première ministre a posé la première pierre des cliniques universitaires de l'Université Congo à Kisantu, dans le Congo central. Ce projet de 3000 lits est présenté comme un pilier de l'accès aux soins de qualité. Toutefois, nous devons nous interroger sur la nature de l'aide américaine. Est-ce un renforcement structurel qui permettra à nos chercheurs de piloter la riposte, ou resterons-nous dépendants d'une béquille extérieure à chaque épidémie? Quant aux cliniques de Kisantu, le défi n'est pas de construire des murs, mais de garantir un budget de fonctionnement pérenne. Une structure de 3000 lits sans personnel qualifié ni médicaments constants ne serait qu'une coquille vide. Dans le secteur du développement rural, le gouvernement a validé un programme de 49,6 millions de dollars pour la gestion des ressources en eau transfrontalières avec la République centrafricaine. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet de 5 ans cible 500 000 ménages dans le nord Ubangi, le sud Ubangi et la Mongala. L'objectif est de revitaliser les échanges frontaliers et d'améliorer la résilience des populations riveraines. Ce budget de 49,6 millions de dollars est une opportunité historique pour ces provinces souvent oubliées. Cependant, nous savons que dans le secteur du développement rural, les fonds se perdent parfois entre les bureaux climatisés de Kinshasa et les chantiers de l'intérieur. Cette somme sera-t-elle réellement investie dans des forages et des infrastructures d'irrigation pour nos paysans? Le suivi citoyen de ces 49,6 millions sera le test de sincérité de ce programme. Comment s'assurer que ces infrastructures rurales ne tombent pas en ruine dès la fin du financement de la BAD? Le développement ne peut pas être un projet ponctuel. Il doit s'intégrer dans une économie locale capable de l'entretenir. Le secteur de la formation professionnelle franchit une étape avec le lancement de la valorisation des acquis de l'expérience, VAE. Depuis le 28 janvier, 4 centres pilotes à Kinshasa permettent à nos maçons, soudeurs, menuisiers, électriciens ou mécaniciens d'obtenir un certificat officiel. Ce mécanisme vise à qualifier notre main-d'œuvre locale pour les grands projets nationaux, évitant ainsi le recours systématique à des travailleurs étrangers pour des métiers que nos frères maîtrisent déjà. Sur le plan commercial, la RDC a défendu à Dubaï une stratégie de modernisation de ses frontières, alliant infrastructures physiques de nouvelle génération et digitalisation complète. Par ailleurs, un plan stratégique sur la filière cuir a été validé. L'ambition est de relancer la chaîne de valeur, de l'élevage à la tannerie, pour produire localement nos chaussures et sacs à main, créant ainsi des emplois industriels durables. Un point de vigilance demeure concernant nos ressources halieutiques. 8 bateaux de pêche, 3 de 27 mètres et 5 de 8 mètres, sont actuellement en accostage au port au Bœuf, désigné comme port au Baume dans le compte-rendu. Leur mise en service est bloquée par l'absence d'une chaîne de froid complète et d'espaces d'accostage adaptés. Il est inacceptable que des navires chèrement acquis restent à quai
pendant que nos marchés dépendent des importations de poissons surgelés. Enfin, la gestion des déchets à Kinshasa entre dans une phase critique. La ministre déléguée a révélé que l'insalubrité coûte 25 millions de dollars chaque mois à l'État. Un programme d'urgence de 6 mois a été adopté pour nettoyer la capitale. Ce projet promet la création de 50 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects. Mais au-delà des chiffres, c'est la pérennité du ramassage qui est en jeu. Ces 150 000 emplois indirects annoncés sont-ils une réalité économique ou un slogan pour calmer la grogne sociale? Si l'État dépense 25 millions de dollars par mois à cause de la mauvaise gestion, pourquoi n'a-t-on pas investi cette somme plus tôt dans une industrie de transformation des déchets? Nous attendons de voir si Kinshasa redeviendra la belle, ou si ces millions s'évaporeront une fois de plus dans les caniveaux bouchés de la capitale. Voilà l'essentiel des orientations qui ont guidé ce Conseil des ministres du 27 février 2026. L'analyse de ce Conseil des ministres nous place face à une nation à 2 vitesses. D'un côté, le gouvernement affiche des ambitions de modernité, digitalisation des frontières à Dubaï, industrie du cuir et certification des métiers. De l'autre, la réalité nous rattrape avec une violence inouïe. Comment concilier le discours sur la croissance inclusive avec la découverte de 35 corps jetés dans une fosse commune à Uvira? Comment croire à l'efficacité ministérielle quand nos propres bateaux de pêche pourrissent au port-au-bœuf faute d'une simple chaîne de froid? Le contraste entre la vision stratégique et l'inertie administrative est le mal qui ronge notre République. L'audit des instructions présidentielles demandées par la Première ministre est un aveu de faiblesse. L'État ne sait plus ce qu'il a ordonné et ce qui a été fait. Nous saluons cette volonté de transparence, mais nous prévenons. Si cet inventaire ne débouche pas sur des sanctions exemplaires, il ne sera qu'un écran de fumée de plus. Nos compatriotes ne demandent pas des commissions mixtes. Ils demandent de l'eau saine, de la sécurité et du pain. Notre rôle en tant que citoyens est de tenir nos dirigeants face à ce miroir. Ne laissez pas les annonces d'emploi ou de budget vous distraire de l'exigence de justice pour les victimes de l'Est. Rendez-vous vendredi prochain pour décrypter ensemble les prochaines décisions de ceux qui nous dirigent. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Noémie pour Inside News RDC.